Le millionnaire veuf aperçoit une petite fille tombée à l'aéroport et se précipite pour l'aider. Mais en s'approchant, elle lui dit « Enfin, je t'ai trouvé ». L'homme est complètement sous le choc lorsqu'elle commence à parler. Luc Moreau avançait d'un pas calme et mécanique dans les couloirs interminables de l'aéroport Charles de Gaulle, son esprit engourdi par les heures de vol et les rendez-vous d'affaires accumulés. À 38 ans, il incarnait l'image même du succès. Propriétaire d'une chaîne de prestigieux hôtels-boutiques répartis à travers l'Europe, il était aussi discret que respecté dans les cercles économiques. Pourtant, derrière, son élégance irréprochable et son assurance naturelle, Luc portait un vide profond, un trou béant laissé par la disparition prématurée de Camille, son épouse adorée. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, et pourtant chaque jour lui pesait avec la lourdeur d'un chagrin qui refusait de s'estomper. Le terminal bourdonnait d'activité. Les annonces des vols se succédaient à un rythme monotone, mais Luc n'entendait plus vraiment ce qui l'entourait. Il se laissait porter par la foule, son bagage à roulettes suivant docilement ses pas, jusqu'à ce qu'un détail insignifiant vienne fissurer sa bulle d'indifférence. Un éclat de couleur, un mouvement à peine perceptible sur le côté, droit de son champ de vision. Il tourna légèrement la tête, d'abord distrait puis de plus en plus concentré, tandis que ses yeux accrochaient une silhouette minuscule, assise seule, près d'un portique d'embarquement. C'était une petite fille, pas plus haute qu'une table basse, vêtue d'une robe d'été rose défraîchie malgré le froid ambiant du hall. Ses cheveux blonds emmêlés retombaient en mèches folles sur ses épaules, et ses jambes nues étaient repliées sous elle, comme si elle cherchait à se rendre invisible. Mais ce qui frappa Luc fut l'expression de son visage. Un mélange de fatigue, d'attente et d'une détermination étrange, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait là. Le regard de Luc balaya les environs. Où étaient ses parents? Un employé de l'aéroport? Un agent de sécurité? Rien. Les voyageurs passaient devant elle sans lui prêter attention, absorbés par leurs propres urgences. Quelque chose dans cette scène tira sur les fibres les plus enfouies du cœur de Luc. Il ralentit, hésita un instant, puis s'approcha prudemment. À mesure qu'il avançait, la petite fille leva les yeux vers lui. Son regard, d'un bleu intense, presque irréel, accrocha le sien avec une intensité qui fit vaciller Luc intérieurement. Elle ne sembla ni effrayée ni surprise. Au contraire, une sorte de soulagement passa brièvement sur ses traits délicats. Luc s'agenouilla à une distance respectueuse, cherchant ses mots pour ne pas l'effrayer davantage. Avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche, la fillette se redressa légèrement, tendit sa petite main vers lui et d'une voix claire et étrangement assurée, prononça ces mots « Enfin, je t'ai trouvé ». Luc resta pétrifié. Une sensation glaciale remonta le long de son échine, tandis que son esprit s'embrouillait dans une tempête de questions sans réponse. Avait-il mal entendu? Était-ce une confusion? Peut-être qu'elle le prenait pour quelqu'un d'autre. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, cherchant désespérément quelqu'un qui viendrait réclamer la petite, mettre fin à ce moment irréel. Mais il n'y avait personne. Juste cet enfant aux grands yeux bleus qui le fixait avec une confiance déconcertante, comme si sa présence à cet endroit précis, à cet instant précis, avait toujours été inévitable. Luc, d'habitude si rationnel, sentit une vieille intuition, longtemps réprimée par le poids des responsabilités et du deuil, s'éveiller en lui. Quelque chose, dans cette rencontre inattendue, échappait à toute logique, et pourtant, au fond de lui, il savait que sa vie venait de basculer. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, la petite fille serra un peu plus fort sa main dans la sienne et, dans un chuchotement presque conspirateur, ajouta « Je dois te dire quelque chose d'important ». La voix était douce, mais les mots résonnaient avec une gravité déconcertante. Luc sentit son cœur se serrer. Il se redressa lentement, attiré malgré lui par l'étrange magnétisme de cet enfant. À cet instant précis, il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Le brouhaha du terminal semblait s'être estompé, comme si le monde extérieur avait retenu son souffle, suspendu au fil invisible qui venait de se tisser entre eux. Luc, sans trop savoir pourquoi, hocha la tête, signe qu'il l'écoutait, qu'il était prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Un frisson parcourut l'air autour d'eux, et la petite fille, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie, ouvrit la bouche pour révéler un secret qui allait changer leur destin à jamais.
Luc fixait la fillette sans comprendre, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Autour d'eux, les voyageurs pressés continuaient leur balai indifférent, mais pour lui, tout semblait suspendu. L'enfant serrait sa main dans la sienne avec une étonnante détermination pour une si petite créature. Ses doigts minces mais chauds ancrés dans la réalité de ce moment irréel. « Enfin, je t'ai trouvé », répéta-t-elle dans un souffle, comme si elle craignait que le monde autour d'eux n'engloutisse ces mots s'ils devenaient trop bruyants. Luc se pencha légèrement, adoucissant sa voix comme il l'aurait fait avec un client nerveux dans l'un de ses hôtels. « Tu dois te tromper, petite. Je ne pense pas te connaître, » murmura-t-il, s'efforçant de ne pas céder à l'inquiétude qui grimpait en lui. Mais la fillette secoua la tête avec une confiance inébranlable, un petit sourire triste flottant sur ses lèvres pâles. Ses yeux, vastes océans d'émotions contenues, ne lâchaient pas les siens. « Non, » dit-elle simplement, « je te connais. Je t'ai cherché longtemps. » Luc se passa une main nerveuse dans les cheveux, ses pensées embrouillées, luttant pour trouver une explication logique. Peut-être était-elle perdue, traumatisée, confondant un inconnu avec quelqu'un de son entourage. Pourtant, au fond de lui, une petite voix insistante, presque oubliée, murmurait que ce n'était pas si simple. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il enfin, sa voix plus douce. « Élise » répondit-elle aussitôt, comme si elle avait attendu cette question toute sa vie. « Élise » Le prénom résonna étrangement dans l'esprit de Luc, éveillant une sensation sourde de déjà-vu sans qu'il puisse immédiatement en identifier l'origine. Le doute grandissait en lui, mais aussi une étrange tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps. « Élise » répéta-t-il doucement, « où sont tes parents? Tu es perdue. » Pour la première fois, une ombre de tristesse passa sur le visage de la fillette. Elle baissa brièvement les yeux comme si la question elle-même lui causait de la peine. « Je n'ai pas de parents comme les autres, » répondit-elle, « mais j'ai toi. » Luc sentit son estomac se contracter. C'était insensé, absurde même. Et pourtant, chaque mot de cet enfant semblait porter une charge émotionnelle dévastatrice, impossible à ignorer. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, Élise resserra sa petite main sur la sienne et d'une voix douce, presque solennelle, elle ajouta « Je suis venu te retrouver pour te dire ce que tu dois absolument savoir. » Luc, d'ordinaire, si prompt à trancher les situations compliquées, se retrouva totalement désarmé. Tout en lui hurlait qu'il devait immédiatement conduire l'enfant aux autorités de l'aéroport, qu'il devait respecter les procédures et la logique. Mais son instinct, ce murmure oublié depuis la mort de Camille, lui soufflait de rester. « Qu'est-ce que tu veux me dire, Élise ?» demanda-t-il finalement, incapable de détourner le regard du sien. Elle esquissa un sourire timide, comme si elle avait attendu cette permission toute sa vie. « Quelque chose que Camille voulait que tu saches. » Le nom, lancé ainsi avec tant de douceur et de naturel, frappa Luc de plein fouet. Il sentit l'air quitter ses poumons dans un sifflement muet. Ce n'était pas possible. Camille était morte depuis 2 ans. Aucun enfant, encore moins une inconnue, n'aurait pu évoquer son nom ainsi, avec une telle familiarité, sans que cela ait un sens profond. Son cœur cognait douloureusement contre sa cage thoracique. Il chercha une explication rationnelle, mais aucune ne tenait. Camille. Cette simple évocation ravivait 1000 souvenirs, 1000 douleurs enfouies. « Comment connais-tu Camille ?» balbutia-t-il, sa voix rauque, presque brisée. Élise leva ses grands yeux vers lui, brillant d'une étrange certitude. « Parce qu'elle m'a parlé de toi, » répondit-elle doucement, « et parce qu'elle m'a confié quelque chose avant de partir. » Luc sentit ses jambes faiblir. Il se laissa tomber sur le banc le plus proche, incapable de rester debout sous le poids de ses émotions. Élise vint s'asseoir à côté de lui, sa petite main toujours fermement ancrée dans la sienne. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à entendre changerait irrémédiablement le cours de sa vie, mais il était incapable de fuir, pas cette fois. Devant lui, Élise leva la tête et lui offrit un sourire triste mais porteur d'une étrange lumière. « Veux-tu savoir ce que c'est ?» demanda-t-elle simplement. Luc hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Dans cet instant suspendu, il sut qu'il venait d'ouvrir la porte à un passé qu'il croyait scellé à jamais, et à un futur qu'il n'aurait jamais imaginé. Le murmure de la foule semblait s'éloigner encore davantage, comme si un voile invisible isolait Luc et Élise du reste du monde. Assis côte à côte sur le banc en plastique froid, Luc avait l'impression d'être suspendu dans le temps,
happé par les mots de cette enfant mystérieuse. Il se força à respirer lentement, à calmer les battements frénétiques de son cœur, tandis qu'Élise, sans la moindre hésitation, commença à parler. « Camille m'a dit que je devais te trouver si jamais elle ne pouvait pas revenir, » murmura-t-elle. Chaque syllabe glissait dans l'air avec un poids immense. Luc, les sourcils froncés, se pencha légèrement vers elle, comme s'il craignait de perdre le moindre mot. « Mais comment? Où est ta famille? Qui t'a laissé ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblant malgré lui. Élise leva vers lui un regard d'une intensité troublante, si adulte dans son sérieux que cela en était presque irréel. « Je n'ai pas été laissée ici, » répondit-elle simplement. « On m'a guidée jusqu'à toi. » Luc chercha à comprendre. Rationaliser, rejeter cette idée absurde. Une enfant de 7 ans, seule dans l'un des aéroports les plus fréquentés du monde, prétendant avoir été guidée. Pourtant, son visage ne montrait aucune trace de peur ou d'hésitation. Elle croyait chaque mot qu'elle prononçait. « Qui t'a guidée, Élise ?» demanda-t-il plus doucement. « Camille ?» répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Un frisson parcourut l'échine de Luc. La douleur du deuil, longtemps contenue, remonta brusquement à la surface. Il se souvenait encore du dernier regard de Camille, de sa promesse silencieuse de toujours veiller sur lui, de leur rêve brisé d'avoir un jour une famille. C'était un rêve inachevé que la vie leur avait cruellement arraché. « Élise, c'est impossible, » murmura-t-il. Mais la petite fille secoua doucement la tête, ses boucles blondes dansant autour de son visage. « Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis ici pour accomplir une promesse. » Luc sentit une étrange chaleur naître dans sa poitrine, une émotion trop longtemps refoulée. Il se força à se concentrer, à ne pas se laisser emporter par ses sentiments. « Quelle promesse ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Élise se redressa légèrement, ses jambes se balançant au-dessus du sol sans toucher terre. « Camille voulait que tu saches que l'amour ne meurt pas, que même si elle est partie, elle n'a pas tout emporté avec elle. » Luc passa une main tremblante sur son visage. C'était trop. Trop d'émotions, trop de souvenirs, trop d'attentes déçues. Pourtant, au fond de lui, une petite flamme vacillante se rallumait. « Comment peux-tu savoir tout cela ?» demanda-t-il d'une voix presque brisée. Élise plongea une main dans la poche de sa robe et en sortit un objet qu'elle serra contre elle un instant avant de l'ouvrir délicatement dans sa paume. C'était un petit médaillon en or, vieilli mais magnifique, gravé avec des initiales, délicates, CM. Luc sentit son cœur s'arrêter. Ce médaillon. Camille le portait toujours autour du cou. Après l'accident, les secours n'avaient jamais retrouvé cet objet précieux, et Luc, abattu par le chagrin, avait fini par accepter cette perte comme une part inéluctable du drame. Et voilà qu'une enfant inconnue le tenait maintenant dans sa main comme un lien vivant entre le passé et le présent. « Elle me l'a donné, » dit Élise, refermant ses doigts sur le bijou, « pour que je te le rende quand je te retrouverai. » Luc n'arrivait pas à y croire. Tout en lui criait que c'était impossible, et pourtant tout semblait douloureusement réel. Sa tête lui dictait de se lever, de chercher une explication, de refuser ce cauchemar absurde, mais son cœur, ce cœur meurtri mais encore battant, savait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix presque inaudible. Élise sourit doucement, une lueur étrange illuminant ses traits d'enfant. « Parce que tu as encore quelque chose à accomplir, » dit-elle simplement. Luc baissa les yeux vers le médaillon, ses doigts frôlant machinalement la surface dorée. 1 millier de souvenirs affluèrent. Camille riant dans le jardin d'été, Camille chuchotant des rêves d'enfants et de lendemains heureux, Camille promettant que l'amour serait toujours plus fort que la mort. Et maintenant cet enfant, Élise, se tenait là comme une extension vivante de cette promesse. Luc comprit alors que tout ce qu'il croyait fini, tout ce qu'il avait enseveli sous son chagrin, n'était peut-être pas totalement perdu. Élise l'observait avec une patience infinie, comme si elle savait qu'il avait besoin de temps. Et dans son regard, Luc vit non pas une supplication, mais une confiance absolue. La logique hurlait de toutes ses forces pour reprendre le dessus, pour qu'il appelle la sécurité, qu'il règle cela de manière rationnelle. Mais son âme, cette partie de lui qu'il avait laissé mourir avec Camille, murmurait une autre vérité. Une vérité douce, étrange et terriblement tentante. Et si tout cela était réel? Et si, dans ce chaos apparemment insensé, il existait encore un chemin vers la lumière? Luc inspira profondément. Il n'avait pas encore toutes les réponses,
Mais il savait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à cet enfant. Pas cette fois. Luc resta un moment silencieux, ses pensées en tumulte, incapable de détacher son regard de la petite main fermée sur le médaillon. Il y avait tant de choses qu'il voulait comprendre, tant de questions qui bouillonnaient en lui. Mais quelque chose dans la posture calme d'Élise, dans la gravité tranquille de son regard, l'empêchait de brusquer la situation. Il sentit que, pour l'instant, il devait simplement écouter. Se relevant lentement du banc, il tendit la main à Élise, qui la saisit sans hésitation. Il ne savait pas encore où tout cela allait le mener, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner ici, seul au milieu du tumulte impersonnel de l'aéroport. Ses pas le dirigèrent instinctivement vers le comptoir d'information, là où, logiquement, il aurait dû emmener une enfant perdue. Mais à peine eurent-ils fait quelques mètres qu'Élise s'arrêta brusquement, tirant sur sa main avec une force surprenante. « Non !» chuchota-t-elle d'une voix fébrile. « Si tu me laisses ici, tu perdras quelque chose que tu ne pourras jamais retrouver. » Luc se figea, déstabilisé par la soudaineté de son intervention. Son regard plongea dans celui d'Élise et, ce qu'il y vit glaça son sang. Une peur sourde, une certitude ancrée au plus profond de son être. Elle ne jouait pas. Ce n'était pas un caprice d'enfant capricieuse. C'était un véritable avertissement. Il se pencha vers elle, abaissant sa voix. « Pourquoi dis-tu cela, Élise? Que vas-tu perdre? Que va-t-il se passer ?» La petite fille secoua la tête, comme si elle savait qu'il n'était pas encore prêt à tout entendre. « Je ne peux pas tout dire maintenant, » murmura-t-elle. « Mais fais-moi confiance, s'il te plaît. » Luc se redressa lentement, le regard hésitant, passant du comptoir d'information à la fillette. Tout en lui luttait contre cette décision, absurde. C'était insensé. Il risquait d'être accusé d'enlèvement ou pire. Et pourtant, il sentait d'une certitude viscérale qu'un autre chemin s'ouvrait devant lui. Un chemin où les règles habituelles n'avaient plus cours. Il inspira profondément, pesant chaque choix, chaque conséquence. Très doucement, il se détourna du comptoir d'information. « Très bien, » dit-il dans un souffle. « Mais tu dois me dire la vérité. Toute la vérité, d'accord ?» Élise acquiesça vivement, ses boucles dorées dansant autour de son visage. Un sourire fugace, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Promis, » répondit-elle. Ils reprirent leur marche à travers le terminal, mais cette fois, Luc sentit un étrange frisson parcourir son dos. Quelque chose dans l'air avait changé. Une tension sourde, presque électrique, comme s'ils étaient épiés. Ils passèrent devant une boutique duty-free, une file de taxis miniatures pour enfants, un restaurant bondé de voyageurs fatigués. Luc tentait de garder son calme, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards nerveux par-dessus son épaule. Puis, comme pour confirmer son pressentiment, il aperçut une silhouette. Un homme grand vêtu d'un manteau sombre se tenait à quelques mètres derrière eux, feignant de lire son téléphone portable. Son comportement était trop discret pour être naturel. Luc sentit immédiatement l'instinct de survie s'éveiller, en lui. Dans le monde des affaires, il avait appris à détecter les regards insistants, les attentions dissimulées sous des prétextes banals. Sans dire un mot à Élise, il accéléra le pas, guidant la petite fille à travers la foule. Ils passèrent devant un groupe de touristes, contournèrent une famille bruyante et s'engouffrèrent dans une aile moins fréquentée du terminal. « On nous suit », murmura-t-il presque pour lui-même. Élise ne sembla pas surprise. Au contraire, elle serra plus fort sa main, comme si elle avait anticipé cela depuis le début. Luc réfléchit rapidement. Rester dans l'aéroport n'était plus sûr. Appeler la police? Trop risqué. Et si cette histoire sortait dans la presse, si son nom était associé à un incident impliquant une enfant disparue? Son empire, hôtelier construit à force de sacrifices, pourrait s'effondrer en quelques jours. Il devait agir vite, protéger Élise, la protéger sans même savoir exactement contre quoi. Son regard tomba sur un panneau. Sortie, taxi et location de voiture. Sans hésiter, il bifurqua, entraînant Élise dans son sillage. Ils débouchèrent dans la zone des transports terrestres et Luc repéra immédiatement les comptoirs de location de voitures. Il choisit celui qui semblait avoir le moins de files d'attente. « Un véhicule tout de suite !» lança-t-il au guichetier, sortant son portefeuille avec des gestes précipités. Quelques minutes plus tard, il montait dans une petite berline grise, banale au point d'être invisible dans la circulation parisienne. Luc lança un dernier regard vers le terminal. L'homme au manteau sombre était là, scrutant les alentours.
Il n'y avait plus de doute. Ils étaient suivis. Alors qu'ils démarraient en trombe, Élise, installée à l'arrière, posa doucement sa tête contre le dossier du siège et ferma les yeux, comme si, enfin, elle se sentait en sécurité. Luc, lui, serrait le volant avec une force presque douloureuse. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il allait. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait protéger cet enfant, quoi qu'il en coûte. La nuit tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville d'un voile sombre et humide. Luc conduisait prudemment à travers les artères encore, animé, son regard balayant sans cesse les rétroviseurs à la recherche de signes de poursuite. Chaque véhicule derrière lui semblait une menace potentielle. Chaque virage, une échappatoire incertaine. Élise était restée silencieuse à l'arrière, sa petite silhouette blottie contre la portière. Pourtant, malgré son jeune âge, elle semblait parfaitement consciente de la gravité de la situation. Elle ne posait pas de questions inutiles, ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Sa simple présence était une énigme que Luc n'arrivait pas à résoudre. Lorsqu'ils eurent quitté la périphérie de la ville et trouvé une petite aire de repos déserte, Luc arrêta la voiture. Il coupa le moteur et se tourna vers Élise, décidé à obtenir des réponses. « Il faut que tu me dises la vérité maintenant », dit-il d'une voix grave mais posée. Tout, sans rien cacher. La petite fille leva vers lui des yeux où brillait à la fois la peur et une confiance absolue. « Je sais », répondit-elle simplement. Luc soupira, passant une main sur son visage. Le médaillon qu'elle avait montré plus tôt hantait encore ses pensées. Il se tourna complètement vers elle. « Montre-moi le médaillon encore une fois », demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête et tendit l'objet précieux. Dans la faible lumière intérieure de la voiture, Luc put voir plus clairement les détails gravés sur l'or poli, les initiales CM, entourées d'un délicat motif de lierre, exactement comme il se souvenait. Ses doigts tremblaient lorsqu'il le prit entre ses mains. « Comment l'as-tu eu » demanda-t-il, la gorge nouée. Élise hésita, cherchant ses mots. « Camille me l'a donné. Le jour où elle est partie, dit-elle. » Luc fronça les sourcils, son esprit rationnel se débattant contre l'absurdité de cette affirmation. « Mais Camille est morte dans un accident, » répliqua-t-il, sa voix à peine audible. « Personne n'a survécu. Comment aurais-tu pu être là ?» La fillette baissa la tête, serrant ses mains l'une contre l'autre. « Je n'étais pas dans la voiture, » expliqua-t-elle. « Mais j'étais avec elle avant. » Luc ferma les yeux, un instant, luttant contre le vertige qui menaçait de l'envahir. « Explique-moi tout, » insista-t-il. Élise inspira profondément, comme pour puiser du courage. « Camille venait me voir dans l'orphelinat où je vivais, » commença-t-elle. Elle disait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie. Elle disait qu'elle allait bientôt m'emmener à la maison, qu'elle et toi allaient devenir ma famille. Chaque mot d'Élise frappait Luc comme une décharge électrique. Camille, à l'époque, avait évoqué brièvement l'idée d'adoption dans leurs conversations tardives au creux de leur lit. Mais ce n'était qu'un rêve encore flou, une possibilité pour l'avenir. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» balbutia-t-il. Élise haussa légèrement les épaules, un geste empreint d'une sagesse tragique. « Elle voulait te faire une surprise, » murmura-t-elle. « Elle disait que tu avais tellement de travail qu'elle voulait tout organiser pour que ce soit parfait. » Luc sentit ses yeux le brûler. Cette révélation ouvrait une blessure plus profonde qu'il ne l'aurait imaginé. Camille avait préparé tout cela en secret, porté par l'amour, par le désir de combler leur vie d'une manière nouvelle. Et puis la tragédie avait tout fauché avant que le rêve n'ait pu se réaliser. « Le jour où elle est partie, » poursuivit Élise, « elle m'a confié ce médaillon. Elle m'a dit, si jamais je ne reviens pas, trouve Luc, montre-lui ça. Il saura. » Luc porta le médaillon à ses lèvres, comme pour sentir encore une fois la chaleur de Camille. Il sentit une larme rouler sur sa joue et ne chercha même pas à l'essuyer. « Et après » demanda-t-il d'une voix rauque. « Après, j'ai attendu, » répondit Élise avec une simplicité déchirante. « Longtemps, mais personne n'est venu. » Luc serra les poings. La colère, la tristesse, la culpabilité, tout se mélangeait en lui dans un tumulte insupportable. Comment avait-il pu ne jamais savoir? Comment une enfant, la promesse d'une famille, avait-elle pu être oubliée ainsi? Il la regarda longuement, voyant en elle non seulement la douleur du passé, mais aussi l'espoir ténu d'un nouveau départ. « Élise »
dit-il lentement. « Je ne te laisserai plus jamais seule. » La petite fille sourit timidement, une lueur d'espoir éclairant son visage fatigué. Mais Luc savait que les questions ne faisaient que commencer. Si Camille avait entamé une démarche d'adoption, pourquoi personne ne l'avait informée? Pourquoi les autorités n'avaient-elles pas retrouvé Élise? Quelqu'un, quelque part, avait sciemment empêché que la vérité éclate. Et si quelqu'un avait intérêt à ce qu'Élise reste cachée, alors ils étaient en danger. Il remit le médaillon autour du cou fragile de la fillette et démarra la voiture. Il devait trouver des réponses et protéger Élise, coûte que coûte. La nuit enveloppait la campagne française d'un manteau d'encre et la berline grise filait sur les petites routes désertes, son moteur ronronnant doucement dans l'obscurité. Luc gardait les mains crispées sur le volant, le regard constamment en alerte dans les rétroviseurs. À l'arrière, Élise s'était assoupie, la tête posée contre la vitre froide, son souffle paisible contrastant douloureusement avec l'angoisse qui rongeait Luc de l'intérieur. Depuis qu'ils avaient quitté Paris, il avait pris soin de changer plusieurs fois d'itinéraire, prenant des sorties imprévues, contournant des villages, s'arrêtant brièvement dans des stations-service pour vérifier qu'il n'était pas suivi. Pourtant, malgré toute sa prudence, il avait la sensation persistante d'être traqué. Un mouvement dans le rétroviseur intérieur attira son attention. Très loin derrière, dans l'obscurité, 2 phares semblaient imiter chacun de ces mouvements. À chaque détour, à chaque bifurcation, la voiture demeurait obstinée à distance. Luc sentit son estomac se contracter. Ce n'était plus un simple pressentiment. Quelqu'un les suivait réellement. Il accéléra légèrement, prenant une route secondaire encore plus étroite et sinueuse. Les maisons clairsemées laissèrent place à des champs déserts et des bosquets d'arbres noirs projetant des ombres menaçantes sur la chaussée. Élise remua légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Luc jeta un regard attendri dans le rétroviseur. Elle était si petite, si fragile, et pourtant elle portait en elle une force mystérieuse qui semblait la guider à travers cette nuit de danger. Il fallait agir. Il ne pouvait pas continuer à fuir indéfiniment. Luc chercha rapidement un plan dans son esprit. Il se souvint alors d'un vieux refuge familial, un hôtel désaffecté, propriété de sa famille depuis plusieurs générations, abandonné depuis des années dans une petite commune isolée. Personne ne penserait à le chercher là-bas. Ce serait l'endroit parfait pour se cacher et réfléchir. Il bifurqua brusquement sur un chemin de terre à peine visible, levant un nuage de poussière derrière lui. Les phares de la voiture poursuivante hésitèrent un instant, puis suivirent. Luc serra les dents. Il devait les semer. Le chemin chaotique secouait violemment la voiture, mais Luc maintenait sa trajectoire. Au bout de quelques minutes, il aperçut un vieux moulin abandonné, ses ailes immobiles projetant des ombres sinistres sous la lumière de la lune. Luc prit une décision rapide. Il éteignit les phares, réduisit la vitesse et se gara derrière l'édifice, cachant le véhicule de la vue de la route. Il coupa le moteur et tendit l'oreille. Le bruit d'un moteur approchant se fit entendre, puis ralentit. La voiture suiveuse passa lentement devant le moulin, ses phares balayant brièvement les alentours avant de poursuivre sa route, trompé. Par la manœuvre audacieuse de Luc, il attendit encore quelques minutes pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis, seulement alors, il relança le moteur avec prudence et reprit la route, cette fois à travers des sentiers à peine carrossables, en direction de l'hôtel abandonné. Le trajet dura encore 1 heure, chaque minute pesant comme une éternité. Enfin, ils arrivèrent devant l'ancien hôtel Moreau, un imposant bâtiment de pierre grise, envahi par le lierre et l'oubli. Les volets étaient clos, les marches de l'entrée craquaient sous le vent. L'endroit semblait désert, oublié du monde. Luc gara la voiture derrière le bâtiment, masqué par des buissons envahis. Il descendit, fit le tour de la zone, pour s'assurer que personne ne les avait suivis, puis ouvrit doucement la porte arrière pour réveiller Élise. « Viens, ma petite » murmura-t-il. Élise émergea du sommeil en frottant ses yeux, mais elle ne protesta pas. D'une docilité étrange, elle suivit Luc à l'intérieur du bâtiment. L'air était froid et sentait le bois humide. Luc alluma la lampe de son téléphone pour éclairer leur chemin à travers les couloirs sombres. Les vieilles tapisseries pendaient en lambeaux au mur et le parquet craquait sous leurs pas. Ils trouvèrent refuge dans une ancienne suite, encore relativement épargnée par le temps. Il traîna un vieux canapé devant la porte pour la bloquer, par précaution, et installa Élise sur un vieux lit à baldaquin dont les rideaux étaient effilochés.
On est en sécurité ici pour l'instant, dit-il en lui caressant doucement les cheveux. Elle le regarda avec un sérieux déchirant. « Il faut que je te montre quelque chose, » murmura-t-elle. Luc fronça les sourcils. Après tout ce qu'il avait vécu ce soir, que pouvait-elle encore révéler? Élise se leva, s'approcha d'un mur poussiéreux et posa sa main sur une petite fissure presque invisible. « Il y a quelque chose derrière, » dit-elle. Luc s'approcha, sceptique. Il examina le mur, tapa doucement dessus. Un bruit creux répondit. Intrigué, il chercha un outil et, après quelques minutes de travail acharné, parvint à dégager une planche dissimulant un petit compartiment secret. À l'intérieur, il trouva une vieille boîte en bois. Il l'ouvrit. Et ce qu'il découvrit à l'intérieur fit trembler ses mains d'émotion, une liasse de documents, une photo jaunie de Camille tenant un bébé dans ses bras et une lettre pliée avec « Soin ». Luc sentit son cœur s'emballer. Élise, immobile à côté de lui, chuchota « Camille voulait que tu saches ». Luc serra la lettre contre lui, incapable de la lire immédiatement. Il savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Il s'assit lourdement sur le lit, tenant la lettre comme un trésor, et sentit Élise s'installer contre lui. Dans cette nuit glacée, dans cet hôtel oublié, une vérité enfouie depuis trop longtemps allait enfin éclater. La lampe du téléphone de Luc projetait une lueur tremblante sur les murs délabrés de la chambre. Le silence était total, rompu seulement par les battements précipités de son cœur. Il regardait la lettre dans ses mains, incapable de se résoudre à l'ouvrir immédiatement, comme si un simple geste pouvait faire s'écrouler l'équilibre fragile qu'il tentait de maintenir depuis la rencontre avec Élise. Élise, assise tout contre lui, observait la scène avec la patience d'une vieille âme. Ses yeux d'un bleu profond semblaient comprendre la portée de cet instant mieux que Luc lui-même. Elle ne disait rien, respectant ce moment suspendu où le passé et le présent se touchaient enfin. Luc prit une profonde inspiration et déplia la feuille de papier jaunie. L'écriture de Camille, élégante et reconnaissable entre mille, dansait sur la page. Ses yeux parcoururent les premiers mots, et il sentit immédiatement ses défenses intérieures s'effondrer. « Mon amour », commençait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas pu revenir vers toi. Je n'ai pas eu le temps de tout te dire, de tout partager avec toi comme je l'avais rêvé. Alors je t'écris ici ce que mon cœur voulait tant te révéler en personne. » Luc sentit sa gorge se nouer. Chaque mot vibrait en lui avec une intensité déchirante. « Je t'ai trouvé, Luc. Après tant d'années à chercher un sens, à rêver d'une famille avec toi, j'ai enfin trouvé Élise. Elle est douce, courageuse, lumineuse. Elle est ce que j'ai toujours espéré pour nous. J'avais commencé les démarches pour l'adopter. Tout était presque prêt. Je voulais te l'annoncer à ton retour de ton voyage d'affaires. Je voulais te voir sourire, entendre ton rire résonner dans notre maison. » Luc ferma brièvement les yeux, sentant une larme rouler silencieusement sur sa joue. Le poids de ce qu'il avait perdu, de ce qu'ils avaient perdu ensemble, l'écrasait. « Je sais que cela semble soudain, mais crois-moi, elle est un fragment de toi, un fragment de nous. C'est comme si le destin l'avait placée sur notre chemin. Si je ne suis pas là, je te supplie de ne pas la laisser seule. Elle a besoin de toi autant que tu as besoin d'elle, même si tu ne le sais pas encore. » La lettre se terminait par une simple signature. « Pour toujours, Camille. » Luc resta longtemps silencieux, la lettre tremblant entre ses doigts. La pièce autour de lui semblait s'être estompée, tout comme les douleurs du quotidien. Il n'y avait plus que lui, Camille, et cet enfant endormi contre son bras. Élise, d'une petite voix, osa rompre le silence. « Elle t'aimait très fort, dit-elle. » Luc passa doucement la main dans les cheveux blonds de la petite fille. « Et moi aussi, » murmura-t-il, réalisant que ces mots étaient vrais, d'une manière qu'il n'avait pas encore pleinement comprise. Il se leva lentement, explorant la boîte en bois avec davantage de minutie. Sous la lettre, il découvrit d'autres documents, des formulaires d'adoption partiellement remplis, des lettres d'acceptation d'un centre d'accueil pour enfants orphelins, des correspondances administratives. Tout était là, soigneusement organisé, prêt à être finalisé. Camille avait mené ce projet seul, déterminé à leur offrir cette nouvelle vie. Et Luc, plongé dans son travail, n'avait rien su. La culpabilité l'envahit, brutale, écrasante. Il avait raté tant de choses. Si seulement il avait été plus attentif, plus présent. Mais il savait aussi que s'attarder sur les regrets n'aiderait pas Élise. Ce qui comptait désormais,
c'était ce qu'il choisirait de faire. Son regard fut attiré par une photo abîmée par le temps, glissée entre les documents. Camille souriante, tenant Élise encore toute petite dans ses bras dans un jardin baigné de soleil. La scène semblait irréelle, mais elle témoignait d'une vérité indéniable. Il y avait eu de l'amour. Il y avait eu un projet, et ce projet ne méritait pas d'être abandonné. Luc sentit quelque chose se réveiller en lui, une force oubliée, un désir de réparer ce qui pouvait encore l'être. Il s'assit de nouveau auprès d'Élise. « Je te promets, Élise, dit-il d'une voix ferme, je vais tout faire pour te protéger, pour honorer Camille et pour toi. » La petite fille le regarda avec un sérieux bouleversant, puis hocha lentement la tête. « Je savais que tu viendrais, » murmura-t-elle. Luc sourit tristement. Le chemin serait long, semé d'embûches. Il le savait, mais il n'était plus seul. Et il n'était plus l'homme brisé qui avait traversé les couloirs de l'aéroport ce jour-là. Un bruit étouffé résonna soudain quelque part dans l'hôtel, un craquement sinistre dans l'obscurité. Luc se redressa immédiatement, aux aguets. Il n'était peut-être pas aussi seul qu'il l'avait espéré. Il éteignit la lumière du téléphone et fit signe à Élise de se cacher sous le lit. Il n'avait pas encore eu le temps d'assimiler toutes les révélations, mais il savait déjà que leur course n'était pas terminée. Un danger invisible planait encore, et il était prêt à tout pour le combattre. Luc, accroupi dans l'obscurité, sentit son pouls résonner dans ses oreilles. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir au moindre mouvement. Élise, silencieuse comme une ombre, s'était glissée sous le lit à sa demande, retenant son souffle. Le vieux parquet du couloir craqua à nouveau, cette fois plus près de la porte. Luc serra les dents, ses yeux s'habituant lentement à la faible lueur filtrant par les fissures des volets fermés. Un pas lourd résonna contre les lames de bois poussiéreuses, puis un autre. Quelqu'un approchait avec prudence, s'arrêtant par moments comme pour écouter. Luc balaya rapidement la pièce du regard à la recherche d'une arme improvisée. Ses yeux tombèrent sur une barre de fer rouillée, sans doute tombée d'un meuble ancien. Il la ramassa discrètement et se positionna derrière la porte, retenant sa respiration. La poignée tourna doucement, dans un grincement strident. Luc sentit son cœur s'arrêter un instant. Puis la porte s'ouvrit lentement, dévoilant l'ombre massive d'un homme. Celui-ci resta un moment immobile sur le seuil, scrutant la pénombre, probablement à la recherche de mouvement. Profitant de l'effet de surprise, Luc frappa. La barre de fer heurta l'épaule de l'intrus dans un bruit sourd. L'homme poussa un grognement de douleur et recula précipitamment. Luc ne chercha pas à l'affronter davantage. Il attrapa Élise par la main, la tira hors de sa cachette et courut avec elle dans le couloir, leurs pas résonnant dans le silence oppressant du vieil hôtel. Ils dévalèrent les escaliers grinçants, Luc retenant Élise contre lui pour éviter qu'elle ne chute. Derrière eux, l'homme se lança à leur poursuite, ses pas lourds trahissant son empressement. Luc repéra une porte de service donnant sur l'extérieur. Il la força avec son épaule et ils se retrouvèrent dans le jardin envahi par les mauvaises herbes et les ronces. La nuit glaciale les enveloppa immédiatement. Ils coururent à travers la végétation dense, Luc guidant Élise avec une énergie désespérée. Ils n'avaient pas de plan, seulement l'instinct de fuir, de mettre le plus de distance possible entre eux et leurs poursuivants. Derrière eux, le bruit des branches brisées et des feuilles froissées leur indiquait que l'homme ne comptait pas abandonner. Luc repéra au loin une vieille grange, effondrée par endroits, mais encore debout. Il entraîna Élise à l'intérieur, la poussant derrière une pile de vieilles bottes de foin. « Ne fais aucun bruit », chuchota-t-il. Ils retinrent leur souffle, alors que l'homme entrait à son tour, une lampe torche à la main. Le faisceau de lumière balaya les murs pourris, les tas de bois moisis s'approchant dangereusement de leur cachette. Luc sentit Élise trembler légèrement contre lui. Il passa doucement son bras autour d'elle, tentant de lui transmettre un peu de son calme apparent, même si lui-même sentait la peur mordre à ses entrailles. Le faisceau passa tout près, effleurant les bottes de foin. Puis, après un moment qui sembla durer une éternité, l'homme s'éloigna, persuadé apparemment que la grange était vide. Ils attendirent encore plusieurs minutes après que les bruits de pas se furent évanouis avant d'oser bouger. Luc savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'homme ne revienne avec d'autres. Il devait partir, et vite. Il fit sortir Élise de leur cachette, et ensemble, ils traversèrent la campagne à pied sous la lumière froide des étoiles. Luc avait pris soin de récupérer les documents et le médaillon
avant de fuir l'hôtel, mais ils avaient laissé derrière eux toute sécurité relative. Ils marchèrent pendant des heures, leurs vêtements se couvrant de boue et d'éraflures, jusqu'à atteindre une petite route peu fréquentée. Luc savait qu'il devait contacter quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourrait les aider, sans poser de questions ni les trahir. Il fouilla dans sa mémoire. Un nom s'imposa, Antoine Girard, un ancien avocat de la famille Moreau, un homme droit et discret, qui avait toujours voué une loyauté sans faille à Camille. Luc sortit son téléphone, espérant qu'il aurait encore du réseau dans cet endroit isolé. Après plusieurs sonneries interminables, une voix endormie répondit « Antoine Girard ». Luc inspira profondément. « Antoine, c'est Luc. J'ai besoin de ton aide, immédiatement. » Un silence stupéfait suivit. « Luc, mon Dieu, où es-tu? Tout le monde te cherche. Il paraît que la police te soupçonne de quelque chose de grave. » Luc sentit son cœur se serrer. Le piège s'était déjà refermé plus vite qu'il ne l'avait imaginé. « Écoute-moi, » dit-il rapidement. « Je ne peux pas expliquer par téléphone, mais c'est vital. Camille avait un projet, une adoption. Tout est lié à cela, et je suis avec l'enfant. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut chargé d'une lourde émotion. « Viens chez moi, » dit enfin Antoine. « Je vais t'aider, je vais tout arranger, mais sois prudent. » Luc nota l'adresse, remercia brièvement son vieil ami et raccrocha. Il serra la main d'Élise dans la sienne. « On va retrouver des amis, » dit-il. Elle hocha la tête, confiante, malgré la fatigue extrême qui plissait son visage. Luc savait que leur lutte était loin d'être terminée. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'espoir renaissait. Ils remontèrent, sur la route, marchant ensemble vers l'inconnu porté par une promesse plus forte que la peur. La nuit avait cédé place à une aube grise et glaciale lorsque Luc et Élise arrivèrent en vue de la maison d'Antoine Girard. Perchée à la lisière d'un petit village endormi, la bâtisse de pierre semblait résister stoïquement au passage du temps, entourée d'un jardin envahi par les herbes folles. Luc sentait chacun de ses muscles protester sous l'effort, mais il ne ralentit pas. Il savait que ce refuge était leur dernière chance. Ils franchirent discrètement le portail grinçant, et avant même qu'ils n'atteignent la porte, celle-ci s'ouvrit sur Antoine, vêtu d'un manteau usé et d'une écharpe, lâchement nouée. Son visage marqué par les années exprima d'abord la surprise puis un soulagement sincère. « Entrez vite » murmura-t-il en les faisant passer dans le vestibule. À l'intérieur, la chaleur réconfortante du feu de cheminée les enveloppa. Antoine verrouilla soigneusement la porte derrière eux avant de se tourner vers Luc, l'air grave. « Explique-moi tout » dit-il d'une voix tendue. Luc s'installa sur un vieux canapé, tenant Élise tout contre lui, et commença à raconter l'incroyable suite d'événements depuis sa rencontre avec l'enfant à l'aéroport. Antoine écoutait sans l'interrompre, hochant parfois lentement la tête, le regard assombri par la réflexion. Quand Luc sortit la lettre de Camille ainsi que les documents trouvés dans l'hôtel abandonné, Antoine pâlit visiblement. Il prit la lettre entre ses mains tremblantes et la lut attentivement, ses lèvres bougeant à peine. « Je me souvenais d'un projet », murmura-t-il enfin, posant la lettre sur ses genoux. « Camille m'avait parlé de son intention d'adopter. Elle m'avait demandé de préparer certains documents, mais elle m'avait aussi juré de garder le secret. Elle voulait te faire la surprise, Luc. » La douleur dans les yeux de Luc trahit la profondeur de son regret. « Et après sa mort, pourquoi n'ai-je rien su ?» demanda-t-il, la voix serrée. Antoine passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Parce que tout a été enterré, » répondit-il. « Après l'accident, ses affaires ont été gérées par ses anciens associés, et certains d'entre eux avaient tout intérêt à étouffer toute mention d'une adoption en cours. » Luc fronça les sourcils, son instinct d'homme d'affaires en alerte. « Pourquoi ?» insista-t-il. Antoine soupira. « Parce que Camille avait prévu d'allouer une partie substantielle de son patrimoine à un projet humanitaire, la création d'un foyer pour enfants orphelins. Un projet ambitieux qui aurait réduit la part disponible pour ses entreprises, ses associés et toi. » Luc se redressa brusquement. « Mais je n'aurais jamais contesté ce projet. » Antoine hocha tristement la tête. « Je sais, Camille aussi. Mais certains ont pensé que si tout cela disparaissait discrètement, cela arrangerait tout le monde. Il a suffi de classer les papiers, d'étouffer l'affaire. Quant à Élise, elle a été oubliée. Volontairement. » Luc sentit la colère gronder en lui, une colère froide et terrible. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu laisser Camille être trahie, même après sa mort?
Élise, blottie contre lui, leva les yeux vers lui, cherchant à comprendre les adultes qui parlaient autour d'elle. Luc lui caressa doucement la joue. « Je te le promets, Élise, nous allons réparer tout cela. » Antoine se leva et se dirigea vers une armoire fermée à clé. Il en sortit un vieux dossier épais qu'il posa sur la table basse. « Ce sont les copies des documents que Camille m'avait confiés, » expliqua-t-il. « Heureusement, je les ai conservés, au cas où. » Luc ouvrit le dossier et découvrit avec un mélange de douleur et de gratitude des preuves irréfutables de la démarche d'adoption. Camille avait tout prévu. Certificat, évaluation psychologique, autorisation préliminaire. Il y avait même une déclaration de Camille affirmant son souhait que Luc devienne le tuteur légal d'Élise en cas d'accident. Tout était là, noir sur blanc. Luc sentit sa gorge se nouer. Le destin leur avait arraché du temps, mais il leur avait laissé une chance. Antoine s'assit de nouveau, l'air grave. « Maintenant, dit-il, il faut agir vite. Certains de tes anciens associés ont sans doute appris que tu étais avec Élise. Ils feront tout pour empêcher cette vérité d'éclater. » Luc serra les dents. « Alors nous devons les affronter, déclara-t-il. Antoine hocha lentement la tête, mais avec prudence. La moindre erreur pourrait te coûter non seulement ton empire, mais aussi la garde d'Élise. Luc regarda l'enfant, si vulnérable, si courageuse malgré tout. Il n'avait pas le droit d'échouer. Pas cette fois. Un plan commença à se former dans son esprit. Il utiliserait la vérité comme arme. Il restaurerait l'honneur de Camille. Il protégerait Élise et il mènerait à bien le projet humanitaire qu'elle avait tant désiré. Et pour cela, il devait redevenir l'homme qu'il avait été autrefois. Audacieux, rusé, inébranlable. Il inspira profondément puis serra la main d'Antoine. « Je suis prêt, dit-il. » Dans le regard d'Antoine, Luc vit la promesse d'un allié fidèle. La bataille pour l'avenir d'Élise ne faisait que commencer. Luc n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Installé dans le bureau feutré d'Antoine, il avait passé des heures à examiner chaque document, chaque détail de la correspondance laissée par Camille. Plus il avançait dans sa lecture, plus il ressentait l'ampleur de ce qu'elle avait accompli en silence, porté par l'amour et l'espoir d'un avenir qu'ils n'avaient jamais eu le temps de bâtir ensemble. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux épais, baignant la pièce d'une clarté grise. Élise dormait toujours sur un canapé, recroquevillée sous une couverture chaude. Luc, assis à la grande table en bois, relisait pour la énième fois la lettre de Camille, ses doigts suivant machinalement les courbes de son écriture délicate. Chaque mot était une lame douce amère, lui rappelant ce qu'ils avaient rêvé et ce qu'il avait perdu. La culpabilité l'étreignait plus fort à chaque paragraphe. Il se souvenait de ses absences, de ses voyages interminables pour affaires, de ses priorités mal placées. Camille, patiente et tendre, avait porté seule le fardeau de ce rêve inachevé. Il se demanda combien de fois elle avait hésité à lui parler. Combien de fois elle avait reporté la discussion, pensant trouver un moment meilleur, un instant parfait qui n'était jamais venu. Luc se leva, incapable de rester immobile. Il traversa la pièce à grands pas, ses pensées tourbillonnant comme un ouragan. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait honorer la mémoire de Camille en construisant enfin ce qu'elle avait rêvé, une famille, un foyer pour Élise et un refuge pour d'autres enfants oubliés comme elle. S'approchant de la fenêtre, il observa le jardin d'Antoine. Les arbres étaient nus, le sol parsemé de feuilles mortes. Pourtant, au milieu de cette morosité, quelques perce-neige perçaient timidement la terre, promesse fragile d'un renouveau. Ce symbole naturel lui rappela que, même dans la douleur, la vie persistait. Un mouvement derrière lui attira son attention. Élise s'était réveillée. Elle se frottait les yeux d'une main, serrant encore contre elle le médaillon doré de Camille. Lorsqu'elle aperçut Luc, elle esquissa un sourire timide, hésitant, comme si elle craignait de troubler sa réflexion. Luc lui sourit en retour, sincèrement. « Viens ici », dit-il d'une voix douce. La petite fille trottina jusqu'à lui et il la souleva dans ses bras avec une aisance naturelle, la portant contre sa poitrine comme s'il l'avait toujours fait. Il sentit la chaleur de son corps, la douceur de ses cheveux, et une émotion brute monta en lui, si forte qu'il dut fermer les yeux pour la contenir. « Je suis désolé », murmura-t-il au creux de son oreille. Élise se serra un peu plus contre lui. « Camille savait que tu viendrais », chuchota-t-elle. Luc sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se jura alors, silencieusement,
de ne plus jamais laisser cet enfant se sentir seul, ignoré ou abandonné. Il la reposa doucement au sol, lui caressant les cheveux. « Nous avons beaucoup à faire, » dit-il. Élise hocha la tête avec une détermination surprenante pour son jeune âge. Antoine entra dans la pièce, une tasse de café fumant à la main, son visage marqué par la fatigue mais éclairé d'une lueur d'espoir. « J'ai contacté un ancien collègue du tribunal, » annonça-t-il. « Un juge qui pourrait rouvrir ton dossier de tutelle et faire valoir les preuves que nous avons. » Luc acquiesça. « Et les anciens associés de Camille ?» demanda-t-il. Antoine esquissa un sourire féroce. « Ils ne s'attendent pas à ce que tu contre-attaques. Ils pensent que tu es vulnérable, désorienté. Nous allons utiliser cela à notre avantage. » Luc sentit une énergie nouvelle pulser en lui. Pendant trop longtemps, il avait laissé la douleur le paralyser. Maintenant, il avait une mission, un but. Non seulement protéger Élise, mais aussi restaurer l'héritage de Camille, montrer au monde ce qu'elle avait voulu accomplir. Antoine déroula une carte sur la table. Le projet humanitaire. Camille avait déjà acheté un terrain. « C'est ici », dit-il en pointant un lieu sur la carte. Elle avait commencé les démarches pour construire un foyer pour enfants. Les fonds étaient de prêt, mais ont été bloqués après sa mort. Luc étudia la carte avec attention. C'était un endroit parfait, calme, entouré de nature, mais assez proche d'une grande ville pour faciliter l'accès aux soins et à l'éducation. « Nous allons relancer ce projet », déclara-t-il. Antoine sourit cette fois avec une admiration sincère. « Je n'en attendais pas moins de toi. » Luc tourna son regard vers Élise. « Et toi, dit-il en s'agenouillant devant elle, tu seras la première à qui ce foyer appartiendra. » Élise éclata d'un sourire lumineux, un éclat de pur bonheur illuminant ses traits fatigués. Ce moment, simple et authentique, gravé dans le silence complice entre eux, valait toutes les batailles à venir. Luc savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt pour Camille, pour Élise, pour lui-même. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de décisions rapides et de préparations minutieuses. Sous la direction méthodique d'Antoine, Luc envoya des copies des documents à plusieurs contacts sûrs. Un avocat spécialisé en droit de la famille, un journaliste d'investigation connu pour son intégrité et un juge de confiance sensible aux causes humanitaires. Il fallait agir sur plusieurs fronts, légal, médiatique et humain. Pendant ce temps, Élise restait à ses côtés, absorbant chaque mouvement, chaque mot, avec une attention silencieuse. Malgré son jeune âge, elle semblait comprendre que quelque chose de décisif était en train de se jouer. Luc s'assura que toutes les preuves concernant le projet humanitaire de Camille étaient sécurisées. Il savait que l'attaque à venir serait brutale. Les anciens associés de Camille, ceux qui avaient détourné son héritage et trahi sa mémoire, n'allaient pas rester passifs devant la réapparition de documents susceptibles de les exposer publiquement. Le premier coup ne tarda pas. À peine l'après-midi entamé, Antoine reçut un appel alarmant. Une plainte officielle avait été déposée contre Luc pour enlèvement d'enfants. Un mandat d'amener était en cours de préparation. Les quasi anciens associés frappèrent fort et vite, prêts à tout pour détruire sa crédibilité avant qu'il ne puisse exposer la vérité. Luc sentit une colère froide le traverser. Ils avaient osé salir la mémoire de Camille, salir Élise, salir tout ce qu'il restait de beau dans cette histoire tragique. Antoine, imperturbable, avait déjà prévu la riposte. « Nous allons demander une audience en urgence », expliqua-t-il. « Avec les preuves que nous avons et avec le soutien du juge Renaud, nous pouvons inverser la situation. » Luc acquiesça, déterminé. Le soir même, dans le bureau feutré d'Antoine, une conférence improvisée avec l'avocat de la famille eut lieu par visioconférence. Maître Lemaître, un homme à la voix posée et aux arguments tranchants, écouta l'histoire avec attention, hochant gravement la tête. « Nous avons une chance réelle, » conclut-il. « Mais il faudra exposer publiquement les manipulations des anciens associés. Ce sera sale, très sale. Êtes-vous prêt pour cela, monsieur Moreau ?» Luc regarda Élise, assise calmement à ses côtés, tenant le médaillon de Camille contre son cœur. « Je suis prêt, » répondit-il avec fermeté. Le plan se mit en marche. Le lendemain, avant même l'aube, Luc, Élise et Antoine se dirigèrent vers le tribunal. Le ciel était lourd de nuages sombres, comme une métaphore du combat qui les attendait. À leur arrivée, plusieurs journalistes étaient déjà là, flairant le scandale.
Luc sentit la pression monter, mais il tint Élise par la main, lui offrant un ancrage silencieux. Ils montèrent les marches de pierre du palais de justice sans un mot, leurs pas résonnant dans la froideur du matin. L'audience fut tendue dès les premières minutes. Les avocats des anciens associés dépeignirent Luc comme un homme instable, affligé par le deuil, ayant enlevé une enfant sans lien réel avec lui. Ils parlaient avec une arrogance glaciale, convaincus que leur version écrasante suffirait à enterrer la vérité. Mais lorsque Maître Lemaître prit la parole, la salle changea d'atmosphère. Il présenta d'abord la lettre de Camille, la déclaration explicite de son souhait d'adopter Élise. Puis vinrent les documents juridiques prouvant que les démarches étaient en cours, légitimes et quasiment achevées au moment de l'accident. Enfin, il révéla la tentative délibérée d'étouffer ces faits, démontrant par des preuves bancaires et des communications internes que les anciens associés avaient détourné les fonds destinés au projet humanitaire, tentant par la même occasion d'effacer toute trace d'Élise. La juge Renaud, une femme à la réputation d'intégrité irréprochable, écoutait attentivement. À mesure que les preuves s'accumulaient, son visage se durcissait. Lorsque Maître Lemaître termina son exposé, le silence dans la salle était palpable. Puis, dans un geste inattendu, Luc demanda la parole. Il se leva, tenant Élise par la main, et s'adressa directement à la juge. « Votre honneur, dit-il d'une voix ferme, cet enfant est le dernier cadeau que Camille m'a laissé. Elle est l'héritage vivant de notre amour, de nos rêves, de nos espoirs. Abandonner Élise serait trahir tout ce que Camille représentait. Je vous en supplie, permettez-moi de la protéger, comme j'aurais dû le faire depuis le début. » Élise, debout à ses côtés, le regardait avec des yeux brillants d'émotion. La juge Renaud prit quelques instants pour écrire dans son carnet, puis releva la tête. Sa voix fut claire, nette, sans appel. Considérant les preuves irréfutables présentées et la volonté clairement exprimée par la défunte Camille Moreau, le tribunal attribue la garde légale provisoire de l'enfant Élise Dupont à M. Luc Moreau. Une enquête complémentaire sera ouverte pour examiner les accusations de fraude et de détournement portées contre les associés de Madame Moreau. Luc ferma les yeux, un poids immense quittant ses épaules. Il avait réussi. Il avait protégé Élise. Alors que la salle se vidait lentement, Antoine s'approcha de Luc, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Ce n'est que le début, dit-il. » Luc acquiesça. « Oui, ce n'était que le début. Il y avait encore une bataille à mener, honorer la promesse de Camille, faire naître enfin le projet humanitaire qu'elle avait tant désiré. Et il le ferait, pour elle, pour Élise, pour tout ce qu'ils avaient perdu et pour tout ce qu'ils avaient encore à bâtir. Les jours suivants furent un enchaînement de procédures, de réunions, d'interviews discrètes orchestrées par Maître Lemaître et de préparations stratégiques pour ce qui promettait d'être une guerre ouverte contre les anciens associés de Camille. Luc, épuisé mais déterminé, avançait chaque jour un peu plus dans le labyrinthe judiciaire et médiatique qui s'ouvrait devant lui. Élise, quant à elle, semblait trouver une paix nouvelle dans cette effervescence. Chaque soir, après les longues journées passées dans les bureaux d'avocats ou au tribunal, elle s'endormait rapidement, sa petite main serrant le médaillon contre sa poitrine. Sa présence silencieuse rappelait sans cesse à Luc pour qui il se battait et pourquoi il ne pouvait pas faillir. Antoine coordonnait tout avec une efficacité redoutable. Les documents de Camille, maintenant rendus publics grâce à un journaliste d'investigation réputé, avaient déclenché une onde de choc. Les médias, d'abord sceptiques, commencèrent à relayer la véritable histoire, celle d'une femme visionnaire dont les rêves avaient été trahis et d'un homme luttant pour réparer l'injustice. Cependant, les anciens associés ne capitulaient pas. Ils lancèrent une contre-offensive agressive, usant de toute leur influence pour discréditer Luc, le présentant comme un opportuniste manipulant l'image de Camille à son avantage. Les avocats adverses contestèrent la validité des documents, insinuant même que Luc les avait fabriqués de toutes pièces. Face à cette avalanche de calomnies, Luc sentit parfois le découragement l'effleurer. Mais chaque fois qu'il regardait Élise, chaque fois qu'il revoyait le sourire de Camille dans ses souvenirs, il trouvait la force de continuer. Une audience cruciale fut fixée pour statuer définitivement sur l'héritage humanitaire de Camille et sur la légitimité du projet de foyer pour enfants. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était pleine à craquer.
Journalistes, curieux, alliés et adversaires se pressaient dans les bancs. Luc, vêtu sobrement, entra main dans la main avec Élise. Le silence se fit lorsqu'ils traversèrent la salle, comme si leur simple présence rappelait à tous que derrière les jeux de pouvoir, il y avait une histoire humaine, profonde et sincère. Le juge, un homme au visage sévère mais aux yeux empreints d'une grande acuité, ouvrit la session. Maître Lemaître prit la parole avec toute la maîtrise dont il était capable. Il présenta d'abord les éléments factuels, la volonté de Camille, son engagement humanitaire, les démarches administratives dûment entamées avant sa mort. Puis il exposa la chaîne de trahison, les manœuvres de ses anciens associés pour s'emparer de son patrimoine, la dissimulation de l'existence d'Élise et la tentative de dénaturer l'héritage qu'elle avait laissé. La pièce maîtresse arriva lorsque fut projeté un enregistrement vidéo, retrouvé parmi les effets personnels de Camille par Antoine. Un message qu'elle avait enregistré peu avant son accident, destiné à Luc, dans lequel elle parlait de son amour pour lui, de son désir de construire une famille et de l'importance capitale qu'avait pour elle ce projet de foyer pour enfants. Lorsque l'image de Camille, souriante et rayonnante, emplit l'écran, un murmure parcourut la salle. Beaucoup baissèrent les yeux, incapables de soutenir la pureté de ses mots contre la bassesse des accusations portées contre Luc. À la fin de l'audience, la parole fut donnée à Luc. Il se leva, le cœur battant, et se tourna vers le tribunal. « Je ne suis pas ici pour mon propre intérêt, » dit-il d'une voix claire. « Je suis ici pour Camille, pour Élise, et pour tous les enfants que Camille voulait aider. Ce projet n'est pas une question d'héritage matériel, c'est une question d'héritage moral. C'est un serment silencieux que je me suis fait au moment où j'ai lu ces mots et où j'ai regardé dans les yeux cette petite fille qui porte en elle l'amour que Camille et moi avons partagé. » Il marqua une pause, cherchant Élise du regard. « Je vous demande seulement de nous permettre de continuer ce qu'elle avait commencé. » Le silence qui suivit fut lourd d'émotion. Après plusieurs heures de délibération, le tribunal rendit son verdict. Les actions des anciens associés furent jugées frauduleuses. Leur part dans les entreprises fut gelée et les fonds détournés furent ordonnés de retourner intégralement à la Fondation Camille Moreau, créée légalement en son nom. Le projet du foyer pour enfants allait pouvoir voir le jour. Luc fut officiellement reconnu comme le tuteur légal d'Élise, non plus à titre provisoire, mais définitif. À l'annonce de la décision, Élise éclata en larmes et se jeta dans les bras de Luc, sous les regards émus de toute la salle. Antoine posa une main sur l'épaule de Luc, un sourire fier illuminant son visage fatigué. « Camille serait fière de toi, » murmura-t-il. Luc ferma les yeux un instant, laissant les mots s'imprégner en lui. Oui, elle serait fière. Mais il savait que la victoire n'était pas la fin. Le véritable défi commençait maintenant. Construire ce foyer, donner vie au rêve de Camille et offrir à Élise, et à tant d'autres enfants, un avenir rempli d'amour, de sécurité et d'espoir. Et il était prêt. Plus que jamais. Les mois passèrent dans un tourbillon d'efforts acharnés, de décisions à prendre, de travaux à coordonner. Mais cette fois, Luc ne se battait plus seul contre le poids du deuil et de la solitude. À ses côtés, il avait Élise, Antoine, Maître Lemaître et une petite équipe fidèle qui croyait en leur projet autant que lui. Ensemble, ils donnaient corps aux rêves que Camille avait caressés en silence. Un foyer pour enfants, un véritable havre pour ceux que la vie avait trop tôt abandonnés. Le terrain choisi par Camille, jadis laissé à l'abandon, se transformait jour après jour. Les vieilles pierres réhabilitées retrouvaient leur éclat et les jardins renaissaient sous les mains patientes de bénévoles et d'artisans passionnés. Luc supervisait tout personnellement, refusant de déléguer la moindre décision importante. Chaque mur rebâti, chaque fenêtre installée, chaque plante replantée était pour lui une promesse tenue envers Camille. Élise, elle aussi, semblait éclore dans ce nouvel environnement. Sa timidité initiale faisait place à une vivacité joyeuse. Elle participait au choix des couleurs, dessinait des plans naïfs pour aménager les chambres, courait dans les couloirs encore en travaux avec des rires clairs que Luc n'aurait jamais cru entendre si tôt. Elle ne l'appelait pas encore « papa », pas directement, mais dans chacun de ses regards, dans chaque geste d'affection spontanée, il sentait cette reconnaissance silencieuse grandir entre eux. Un lien tissé au fil des jours, plus solide que n'importe quel contrat, plus vrai que
n'importe quelle parole. Le grand jour arriva enfin. Le soleil brillait haut dans le ciel, éclatant d'une lumière pure qui semblait bénir l'instant. Une foule s'était rassemblée devant le bâtiment rénové, maintenant nommé Maison Camille. Des élus locaux, des amis de la famille, des artisans, des donateurs, tous étaient venus assister à l'inauguration. Luc, vêtu d'un costume sobre, tenait Élise par la main. Ils montèrent ensemble sur l'estrade improvisée, sous les regards attendris de l'assemblée. Antoine, debout à leur côté, lui fit un discret signe d'encouragement. Luc s'avança devant le micro, son cœur battant fort, mais cette fois, d'une émotion douce, presque joyeuse. « Merci à tous d'être ici, commença-t-il. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci de nous avoir aidés à réaliser le rêve de Camille Moreau, une femme dont la bonté et la vision continuent de nous inspirer aujourd'hui. » Il marqua une pause, laissant ses yeux parcourir la foule, puis se poser sur Élise. Cette maison est née d'une perte immense, mais aussi d'un amour immense. Elle est le symbole que même lorsque tout semble brisé, il est toujours possible de reconstruire, de renaître. Un murmure d'émotion parcourut l'assemblée. Luc prit une grande inspiration. Camille croyait en un monde meilleur. Elle croyait que chaque enfant mérite une chance. Aujourd'hui, grâce à vous tous, cette croyance devient réalité. Élise, tenant encore le médaillon doré, leva son visage vers Luc et lui adressa un sourire si pur qu'il en eut le souffle coupé. Il se tourna alors vers elle, se baissa et à hauteur de ses yeux lui murmura « Nous avons réussi ». Élise se jeta dans ses bras. Il la souleva, la serrant contre lui, tandis que les applaudissements éclataient tout autour. Les portes de la maison Camille s'ouvrirent officiellement ce jour-là. Les premiers enfants accueillis arrivèrent quelques semaines plus tard, frères et sœurs séparés par les hasards de la vie, petits êtres cabossés par la douleur, mais tous porteurs d'une étincelle de renaissance. Luc, désormais directeur officiel du foyer, se consacra corps et âme à cette nouvelle mission. Chaque sourire d'enfant, chaque éclat de rire dans les couloirs, chaque dessin accroché au mur effaçait un peu plus les cicatrices du passé. Élise grandissait sous ses yeux, épanouie, courageuse, lumineuse, et un matin, alors qu'ils plantaient ensemble un cerisier dans le jardin, elle l'appela enfin « papa », d'une voix claire et sûre, comme si cela avait toujours été ainsi. Luc sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. C'était de gratitude. Gratitude envers Camille qui avait semé cette graine d'amour et d'espoir. Gratitude envers Élise qui avait rallumé la lumière dans son cœur. Gratitude envers la vie qui, malgré toutes ses pertes, lui avait offert une seconde chance. Il leva les yeux vers le ciel clair, et dans le bruissement léger du vent, il crut entendre le rire de Camille, léger, libre, heureux. Un nouveau chapitre commençait, et cette fois, Luc savait qu'il n'était plus seul.